Bonjour à tous. Merci. On n'est pas encore complètement au complet. On devrait remplir à peu près la salle. J'espère que ça ne va pas trop déborder, parce que finalement, comme toujours, les derniers jours sont assez riches en inscriptions, ce qui est parfait, ce qui nous encourage. Donc merci à tous d'être venus, d'avoir bravé dans l'après-midi les éléments déchaînés, mais je pense que ça s'était un peu passé, d'avoir résisté à l'appel de la fête de la musique. Mais l'idée, c'est qu'on finisse justement pas trop tard pour que vous puissiez aller faire la fête, si vous avez envie de faire la fête un peu plus tard. Voilà, Christophe, à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je ne vais pas être plus long pour rejoindre mes Canadiens dansants. Et puis pour vous laisser avec Pascal qui va, je pense, présenter son invité surprise. Merci à vous d'être là. Et puis à bientôt pour un autre rendez-vous, donc des impertinents. Suite, je crois que l'impertinence a beaucoup d'avenir devant elle, si j'en juge par la promptitude avec laquelle la langue de bois revient parmi ceux-là même qui, quand ils étaient dans l'opposition, étaient pleins d'audace et pleins de verdeur. Merci, bon courage à tous. Au revoir. Merci Christophe Barbier. Donc bonsoir mesdames et messieurs. Oui, en effet, l'invité surprise, en fait nous sommes amis depuis assez peu de temps parce que nous avons des parcours qui sont vraiment très différents et nous nous rencontrons le plus souvent dans des moments très précieux et certainement trop rares autour de personnes comme Michel Serres notamment qui a l'idée d'organiser des rencontres sur des thèmes autour de l'éthique ou des questions sur le post-humain, etc., ou sur l'évolution. En tout cas, ce sont des grands sujets d'ordre philosophique la plupart du temps, mais qui sont abordés par un ensemble d'amis et collègues qui peuvent venir de la physique, qui peuvent venir de la philosophie, de la médecine, etc. Et c'est vraiment des moments très précieux parce que souvent dans les colloques, vous savez, professionnels, les collègues n'écoutent pas toujours leurs collègues. Et là, ce sont des moments où nous nous écoutons tous les uns les autres. C'est quand même assez rare pour le dire et c'est toujours un enrichissement. Donc il s'agit du professeur Jean-Michel Beignet, philosophe de formation, qui a été à une époque à l'université de Compiègne. Je le dis pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a une dame qui est là, que je n'ai pas vue depuis plus de 40 ans, qui était en troisième avec moi. Et quand je suis sorti de troisième, je suis allé dans l'enseignement technique et c'est dire que les techniques participent justement de ces constructions et de la compréhension du monde. Et les philosophes autour des techniques, évidemment, sont des gens qui touchent à l'évolution. Et donc, Christophe l'a dit à l'instant, Jean-Michel Beignet a beaucoup de réflexions et de travaux passionnants sur les problématiques du post-humain, alors que moi, c'est plutôt le pré-humain. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, en définitive, ce sont des préoccupations de l'homme dans son adaptation, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Et sans trop le dévoiler, nous sommes tous les deux, grâce à de jeunes personnes absolument remarquablement innovantes, engagées dans un immense projet transmédia qui va mobiliser toutes les approches possibles aujourd'hui que nous offrent les moyens classiques et nouveaux des technologies. Et puis évidemment, j'ai dit qu'il avait été à l'université de Compiègne, mais maintenant, il est depuis plusieurs années, mais je ne sais pas depuis quand, il est professeur à la Sorbonne. Donc je suis très heureux que cet ami, parce qu'il faut vraiment que ce soit un ami quand même pour l'appeler, et lui demander de venir comme ça, de faire une première partie alors que vous avez eu l'amabilité de m'inviter. Et je crois qu'il faut saluer qu'entre collègues, c'est pas quelque chose de très courant. Donc je vous demande d'applaudir chaleureusement mon grand ami Jean-Michel Beignet. Bon, j'ai deux micros. Peut-être que ça ne suffit pas. Comme ça, qu'est-ce que vous préférez que je prenne? Celui-là marche bien. Merci, bonsoir à tous et merci de votre invitation. Merci beaucoup à Pascal de m'avoir présenté si chaleureusement. Je vais installer ça là parce que ça me gêne un peu. Voilà. Alors, bon, c'est un plaisir de participer à la même soirée que Pascal et en même temps, c'est redoutable. Pour quantité de raisons que certains d'entre vous peuvent imaginer, mais c'est redoutable aussi de partager la même question, parce que j'ai pris au sérieux évidemment la question qu'il va traiter, à savoir l'homme peut-il survivre à lui-même, et je vais l'aborder évidemment par le biais qu'il a suggéré à l'instant, c'est-à-dire du côté plus
post-humain que pré-humain. Et cette question, quand je l'ai examinée d'un peu près, je me suis dit qu'elle était quand même un peu grave, un peu lourde. Elle est pleine de préoccupations presque dramatiques, presque apocalyptiques, puisqu'elle suppose que l'homme soit confronté finalement à sa disparition. C'est une question à la limite crépusculaire. C'est le genre de question qu'on pose en situation de crise, ou presque dans les tournants de siècle peut-être. Vous vous souvenez encore, il n'y a pas très très longtemps, on parlait beaucoup de la fin de l'homme, la fin de l'histoire, enfin on était dans l'apocalyptisme. Il est normal qu'un évolutionniste comme Pascal pose cette question. L'évolutionniste, par définition, est quelqu'un qui sait que les espèces sont mortelles, et que tout ce qui est né devra mourir. Le philosophe partage complètement cette idée, et il est disciple plus ou moins d'Héraclite, qui disait que tout ce qui existe mérite de périr. Donc, rien de bouleversant pour l'évolutionniste ou pour le philosophe que cette question. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est qu'elle devient l'urgence des technologues. Des technologues qui ont compris qu'ils avaient entre leurs mains quelque chose de décisif pour l'espèce humaine. Ce qui m'intéresse aujourd'hui parmi les technologues, c'est ceux qui s'inscrivent dans une espèce de scénario consistant à dire que les objets techniques que nous produisons aujourd'hui sont comme des variations que nous introduisons dans notre environnement, lequel environnement exerce des pressions sélectives. Nous produisons des objets qui donc interviennent dans notre environnement à titre de variation, et ces variations pourraient bien faire mutation, comme il en est dans l'évolution naturelle. Donc, les technologues aujourd'hui sont vraiment confrontés à cette éventualité qu'ils seraient responsables d'une mutation de l'espèce qui propulserait par conséquent l'espèce vers l'actuelle espèce humaine vers autre chose qu'elle-même, et ça, on peut évidemment l'appeler le post-humain. Alors, pour que cette prophétie, consistant à dire que peut-être, au bout du compte, que nos technologies préparent l'avènement d'un post-humain, pour que cette prophétie ait une chance de se réaliser, ou une chance d'être concevable, tout simplement, il faut auparavant avoir résolu une question, et c'est cette question-là que je vais traiter. La question que j'évoque, elle est la suivante. Existe-t-il une frontière infranchissable entre l'homme et la machine? Cette question-là, elle est de plus en plus prégnante dans les milieux, disons, technoscientifiques. Existe-t-il une frontière infranchissable entre l'homme et la machine? Et il me semble que cette question, elle est un peu symétrique de celle que Pascal pose depuis des années, sauf que lui, c'est l'animal. Il pose la question, existe-t-il une frontière infranchissable entre l'homme et l'animal? Et moi, je m'occupe de la machine. Donc vous voyez, notre soirée, finalement, va tenir sur deux pieds. Alors cette question, existe-t-il une frontière infranchissable entre l'homme et la machine? C'est une question qui, pour un esprit cartésien, comme vous l'êtes sans doute plus ou moins, moi je le suis parce que j'ai été formé à l'école de Descartes, eh bien c'est une question qui semble résolue d'avance, qui consiste à dire, à la suite de Descartes, que en tant qu'il a un corps qu'on peut expliquer en termes mécanistes, et en tant qu'il partage cela avec l'animal, l'homme, bien évidemment, est une machine. Nous sommes une machine parce que tout ce qui relève du corps relève de la mécanique. Mais vous le savez bien, et Descartes le savait bien aussi, le bémol, si je puis dire, ou le plus, c'est que l'homme, s'il est une machine, est aussi un être doté d'une conscience, doté d'un esprit, doté d'une âme, et c'est cela qui fait évidemment toute la différence entre nous, les animaux, et les machines, pour Descartes, bien sûr. Alors c'est le niveau du sens commun, et c'est vrai que
lorsque je suis confronté à des objections dans les publics que je peux côtoyer concernant la question de savoir si les robots androïdes que l'on fabrique actuellement au Japon sont susceptibles de donner le change à des hommes, cette question elle revient toujours, mais au moins les hommes savent ce qu'ils font, les hommes sont conscients de ce qu'ils font, ils ont l'intention de faire ce qu'ils font, ce qui n'est pas le cas d'un robot, fût-il extrêmement élaboré. C'est le niveau du sens commun. Or, ce sens commun, aujourd'hui, est très fréquemment bousculé, et c'est ça que je voudrais examiner. Et le sens commun s'est trouvé bousculé très très tôt, lorsque... Bon, je ne vais pas raconter l'histoire parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Lorsque une princesse, qui s'appelle la princesse Élisabeth, a posé elle-même à Descartes une question redoutable. Lorsqu'elle lui a demandé, elle lui dit « c'est bien joli, vous définissez l'homme comme un mixte de corps et d'âme. Il y a une substance qui est le corps et puis une substance qui est la pensée ou l'âme. Mais comment pouvez-vous expliquer cela? Comment deux substances, qui par définition sont autonomes, peuvent-elles se rencontrer et faire quelque chose de commun? Si c'est le cas, elles ne sont pas des substances, elles sont autre chose que des substances. Donc cette princesse, elle avait légué à la postérité de Descartes un redoutable problème, et puis pendant pratiquement un siècle, on a remué on s'est remué les méninges pour essayer de résoudre le problème. Et c'est quelqu'un qui, un siècle après, qui s'appelle Lamétrie, qui était un médecin d'ailleurs, qui a résolu le problème très très vite en disant, écoutez, soyons sérieux, l'âme, on ne sait pas ce que c'est. La conscience, on ne sait pas ce que c'est. L'esprit, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'est pas susceptible d'être un objet scientifique, donc on s'en débarrasse. On s'en débarrasse, et il faut admettre que l'homme est une machine à part entière, dont on pourra dire que, effectivement, ce qu'il appelle son âme, c'est simplement le résultat d'un agencement de la matière suffisamment complexe et sophistiqué pour faire émerger quelque chose qu'on appelle la conscience. Mais en tout cas, dès cette époque-là, c'est les années 1750, on avait résolu le problème, et ce qui est intéressant, c'est que la postérité scientifique et technologique, aujourd'hui, ne cesse de confirmer cette affirmation selon laquelle nous sommes des machines, le sens commun de Madame Michu est un peu finalement déconcerté, mais bon, voilà. L'actualité de cette question, donc, existe-t-il une frontière infranchissable entre l'homme et la machine? Eh bien, cette actualité, elle est réelle, et elle se trouve aiguisée par ceux qu'on nomme parfois les technoprophètes. Les technoprophètes sont ceux donc, qui se servent de la technologie comme du support de prophétie. Et ces technoprophètes, aujourd'hui, on les reconnaît à ce qu'ils annoncent tous l'avènement de ce qu'ils appellent la singularité. Certains appellent ça le point oméga, appellent ça le successeur de l'homme, etc. Mais disons que massivement, les technoprophètes annoncent la singularité, et cet événement, dont je vais parler brièvement, il le situe aux alentours de 2030. 2030, demain. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette singularité? Eh bien, cette singularité, c'est rien de moins que la fusion achevée des hommes et des machines. La singularité, c'est rien de moins que l'apparition d'une intelligence non biologique, donc une intelligence artificielle, mais une intelligence telle qu'elle rendra complètement obsolète notre intelligence biologique. Autrement dit, 2030, demain, l'avènement d'une intelligence qui nous rendra complètement périmés, caducs. La singularité, ça n'est rien de moins que l'avènement d'un transhumanisme qui permettra à l'homme de se débarrasser de ses infirmités. Comment se débarrassons d'infirmités? Eh bien, en augmentant ses potentialités. On parle beaucoup de l'homme augmenté aujourd'hui. Je suis même sidéré de voir qu'en 3 ans, pratiquement, l'expression est devenue presque banale, et l'homme augmenté a l'air d'être une idée assez claire dans l'esprit de la plupart de nos contemporains. Eh bien, l'homme augmenté, c'est celui, effectivement, qui sera en passe
de supprimer ces infirmités. Alors, quelles sont les infirmités de l'homme qu'il faudrait supprimer aux yeux des transhumanistes? Eh bien, c'est d'abord l'infirmité qui consiste pour nous à naître, tout simplement, à naître de la rencontre hasardeuse de gamètes. Nous sommes le produit du hasard. Et ça, c'est une infirmité qu'on cherche à résoudre. Hein. Bon, les procréations médicalement assistées y contribuent, hein, j'y reviendrai. Les infirmités, c'est celles qui nous exposent à souffrir, à connaître la douleur. Et là, bon, les neurosciences aujourd'hui s'emploient évidemment à supprimer cette infirmité. Puis, les infirmités, c'est celles qui nous imposent de vieillir. Et aujourd'hui, on déploie des trésors, des prouesses technologiques considérables dans le champ de la nanomédecine notamment, hein, mais aussi dans le champ de la biologie fondamentale qui travaille sur les télomères, les éléments conditionnant le vieillissement de nos cellules. Bon, et on parle évidemment comme d'une réalité presque acquise, d'une époque dans laquelle nous mourrons tous jeunes, évidemment. Et la dernière infirmité, évidemment, qui nous caractérise, c'est celle qui nous condamne à mourir sans l'avoir voulu. Sans l'avoir voulu. Là aussi, je reviendrai sur cet aspect-là, mais les transhumanistes, hein, qui visent donc à débarrasser l'homme de ses infirmités, bon, ont des solutions pour nous empêcher de mourir sans que nous l'ayons voulu. Bref, cette singularité qu'on associe beaucoup au nom de Ray Kurzweil aux États-Unis. Ray Kurzweil, c'est le propagandiste le plus célèbre et le plus courtisé aux USA du transhumanisme. Il est détenteur maintenant de crédits considérables qui viennent aussi bien du Pentagone, de Google, de la NASA, et de Nokia. Et Ray Kurzweil s'est vu confier la direction d'un institut de la singularité qui défraie régulièrement la chronique, où on réfléchit vraiment très très activement à la mise en œuvre de toutes les prophéties des transhumanistes. Donc c'est quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre du fantasme ou de l'ordre de la science-fiction. On se donne les moyens de réaliser cette singularité. Eh bien, cette singularité, si je vais très vite, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose quelque chose de simple, de nous débarrasser de notre humanité. Elle nous propose de nous rendre aussi parfaits que quoi? Eh bien, que les machines que nous avons créées grâce à notre génie. Et ce génie, il n'avait évidemment pas imaginé au départ que ces machines deviendraient pour nous un idéal de développement. Mais au fond, ça se réduit à ça. La promesse que formulent les transhumanistes consiste à annoncer que l'homme ne survivra à lui-même que sous la forme opposée de l'humain, c'est-à-dire sous la forme de quelque chose qu'on pourra appeler un dieu, mais qu'on appelle plus simplement le post-humain. Alors, bon, c'est tout de même une drôle de situation quand on y songe. On s'est longtemps servi du modèle de fonctionnement de la machine pour essayer de comprendre le fonctionnement du corps humain. Très très tôt, c'est en construisant des automates que l'on espérait comprendre mieux le fonctionnement des hommes. L'époque de Descartes, c'est cela. On produit des automates à tout va, et on se dit, puisqu'on arrive à simuler le comportement humain avec telle mécanique, c'est donc que le corps fonctionne sur la base d'une mécanique analogue, avec évidemment des ressorts un peu plus subtils, mais en gros, c'est la même chose. C'est de là que, par exemple, on décrivait l'estomac comme une cornue. Voilà, c'était simple. Pratiquement tous les organes étaient décrits par référence à un objet technique. Donc on a fait cela longtemps. Or, aujourd'hui, on nous annonce que l'idéal serait pour nous d'incarner la performance atteinte par ces machines et de nous débarrasser tout simplement du biologique. Alors, que s'est-il donc passé pour que nous en soyons réduits à ce paradoxe qui est un peu humiliant, puisque l'on voit bien que ce qui nous permettait de nous comprendre sert aujourd'hui d'idéal pour notre développement.
Du temps de Vaucanson. Vaucanson, vous connaissez peut-être le nom de cet ingénieur du début du XVIIIe siècle. Ce Vaucanson était un créateur d'automates assez extraordinaire. Hein. Il a créé bon nombre d'automates, qu'il y en a encore au Musée des Arts et Métiers, des automates qui simulaient les fonctions physiologiques. Hein. Alors il a créé des canards qui étaient capables de manger, de boire, de digérer, de déféquer, bref, des canards qui endossaient complètement les fonctions de l'humain. Eh bien, du temps de Vaucanson, on pouvait croire que l'on comprenait les mécanismes biologiques par là. Plus tard, beaucoup plus tard, disons au 19e et au 20e siècle surtout, on s'est mis en tête de tester le fonctionnement du vivant grâce à des mécanismes artificiels beaucoup plus sophistiqués. Je pense au contexte de la cybernétique, hein, dans les années 1945-1950 aux États-Unis, où là, on s'était mis dans la tête de simuler, grâce aux machines, le vivant. C'était l'objectif même de Norbert Wiener et des cybernéticiens, hein, donc simuler le comportement du vivant grâce à des machines. Eh bien, les psychologues se sont emparés de cette idée et se sont mis presque spontanément à expliquer les comportements humains en termes de stimuli-réponse. C'est les behavioristes, la psychologie du comportement, qui était même antérieure à la cybernétique. Après la cybernétique, on a décrit le comportement de l'humain en termes de input et output. Hein, nous sommes chacun des boîtes noires, les boîtes noires reçoivent des inputs et produisent des outputs. Et la science du comportement, c'est celle qui est capable de faire la corrélation entre l'input et l'output et d'anticiper éventuellement l'output en variant, en introduisant des variables au niveau de l'input. Bon, très simplement, vous voyez déjà que cette psychologie, elle a machinisé l'homme très très largement en le décrivant en termes de moteur d'inférence, etc. Et puis bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, des robots ont commencé à reproduire ce qui est censé caractériser l'homme, à savoir l'aptitude à recevoir des informations du monde extérieur et à rétroagir avec elles. Au fond, c'est cela la définition basique que l'on donne aujourd'hui de l'homme. C'est un être qui reçoit des informations et qui est capable de rétroagir au contact d'un environnement. Et j'évoquais tout à l'heure les robots androïdes japonais, ceux par exemple d'Ishiguro. Bon, oui, ils intègrent de plus en plus de sophistication. Ils sont capables, là aussi, de recevoir des informations du monde extérieur, de réagir avec des mimiques faciales, lesquelles mimiques faciales sont censées pouvoir servir d'indicateur à un environnement humain, etc. Toute l'interaction avec l'humain de ce robot fonctionne comme échange de signaux qu'on est censé pouvoir anticiper sur la base d'analyse, d'observation. Plus largement, s'est développé ce qu'on appelle la bionique, c'est-à-dire cette discipline qui consiste à fabriquer des machines qu'on appelle bio-inspirées, c'est-à-dire des machines qui se calquent sur le modèle de la nature, et cette bionique produit aujourd'hui des machines de plus en plus étonnantes. Et on est allé si loin dans le sens de la simulation qu'on a bientôt fini par considérer le robot comme l'équivalent strict, l'équivalent fonctionnel strict de l'homme, c'est-à-dire une mécanique dotée d'une autonomie et d'un pouvoir d'apprendre par essai et par erreur. Et c'est vrai que les progrès considérables qu'on fait dans le champ de la robotique vont tous dans le sens d'une autonomisation croissante du robot et d'une aptitude à traiter de l'information et de tirer profit d'informations pour pouvoir accroître un savoir-faire. Bref, on est dans une dynamique où le robot est strictement considéré comme l'équivalent fonctionnel de l'homme. La machine, désormais, a cessé d'être une simple métaphore. Son perfectionnement est bientôt apparu comme la trajectoire que l'homme pourrait espérer pour lui-même.
Bon, ce que je raconte là est devenu assez banal, c'est l'époque où l'ordinateur a semblé être le prototype de l'intelligence parfaite que nous pourrions réaliser si nous étions intégralement rationnels, si nous étions dotés d'une mémoire plus étendue, etc. C'est l'époque donc où on s'est trouvé fasciné devant les performances de l'ordinateur, et on s'est dit, mais l'intelligence, si l'intelligence ça sert à résoudre des problèmes, alors incontestablement l'intelligence elle est du côté des machines et elle n'est pas du côté de l'humain. C'est l'époque aussi où l'on s'efforce de démontrer qu'un ordinateur mérite d'être considéré comme une machine pensante à part entière, une machine qui pense donc, un dispositif intentionnel, c'est-à-dire un être qui agit intelligemment comme s'il savait ce qu'il fait. Vous voyez, progressivement, dans ce champ-là, dans ce champ de considération, la différence entre l'homme et la machine, elle est encore admise, mais de moins en moins, de moins en moins. Elle paraît encombrante. Et assez vite, on s'est dit qu'on peut s'en débarrasser, qu'on pouvait s'en débarrasser. Le critère de la différence entre l'homme et la machine intelligente était bien fragile, et finalement, on s'est dit que pour être efficace, s'il s'agit d'être efficace, on peut parfaitement l'oublier. Donc, la question de savoir si l'ordinateur pense ou pas, ça n'est plus une question. La seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir si l'ordinateur fait bien ce qu'on attend qu'il fasse, et c'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on s'inquiète de savoir si le garagiste ou le joueur d'échecs savent ce qu'ils font quand on attend du premier qu'il répare votre voiture et du second qu'il joue une partie et qu'il la gagne? On ne se pose pas la question de savoir s'ils ont l'intention de faire ce qu'ils font. Seul compte le résultat. Et on a très vite mis l'accent sur le fait que le résultat est en général d'autant mieux obtenu qu'on a affaire à des experts. Et des experts, qu'est-ce qui est la caractéristique essentielle de l'expert? Eh bien, c'est qu'il fonctionne intuitivement. C'est qu'il n'a pas la théorie de son savoir, l'expert. L'expert, il est efficace parce qu'il est presque dans une situation spontanée par rapport au problème qu'il a à résoudre. Il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin de délibérer, l'expert. Enfin, l'expert idéal. Et de ce point de vue-là, vous voyez, du coup, la machine, à propos de laquelle on se posait la question, est-elle capable de réfléchir, a-t-elle l'intention de faire ce qu'elle fait, est-elle consciente? On s'en fiche littéralement. En d'autres termes, la conscience et le raisonnement humain pourraient bien n'être pas un privilège par rapport aux performances, par rapport aux automatismes qui contribuent à l'exécution efficace des tâches manuelles ou intellectuelles de la vie moderne. De sorte que l'homme et la machine se retrouvent strictement mis sur le même plan. Tous deux déploient des activités finalisées en essayant d'optimiser leurs opérations et de composer avec un environnement fluctuant. Sauf que, et c'est là où le bas blesse, la machine, elle est vite meilleure que l'homme. Elle mémorise mieux, elle réagit plus vite, elle résiste davantage. Bref, elle devient un modèle de développement pour les hommes. Aujourd'hui, je crois qu'un joueur d'échecs aimerait jouer comme Deep Blue plutôt que comme Kasparov. Mais d'où vient cette fascination pour les automatismes qui justifie l'appétit d'innovation technologique aujourd'hui? La réponse pourrait être simple, même très simple. Elle consisterait à dire que si on est fasciné par les automatismes, c'est parce qu'on veut l'efficacité, c'est parce qu'on veut une économie d'effort et d'attention, c'est parce qu'on veut la compétition, c'est parce qu'on veut la diminution des coûts de production, etc., etc. Nous avons quantité de raisons de vouloir des automatismes. Bref, on ne veut pas s'embarrasser de la question posée par l'humain, par la complexité de l'humain. Et on préfère satisfaire à l'urgence des impératifs économiques. Voilà aussi pourquoi la conscience est devenue encombrante. Voilà pourquoi elle n'est plus invoquée pour faire la différence entre l'homme et la machine. Vous comprenez bien que cette conscience devenue superflue désigne également la conscience morale, et par conséquent
la conscience, oui, elle désigne la conscience morale et pas seulement la conscience, disons, épistémique, celle qui intervient dans un processus de connaissance. Donc, en mettant en continuité la machine et l'homme, en annonçant leur fusion, bah, évidemment, on n'est pas dépourvu d'un certain cynisme, ou sinon d'un cynisme, d'une certaine candeur. J'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal les militaires, après le livre que j'ai écrit sur les post-humains, des militaires qui se posent des questions très sérieuses sur la morale des robots, sur l'éthique des robots, etc. En impliquant qu'un comportement moral, un comportement éthique ne requiert pas forcément la conscience, ne requiert pas forcément la faculté de se représenter les choses, mais qu'on doit pouvoir apprécier un comportement uniquement à son efficacité, et un robot sera moral pourvu qu'il sache reconnaître l'ami de l'ennemi, et ajuster le tir. Au milieu des années 1950, un philosophe allemand assez peu connu, mais qu'on connaît de plus en plus maintenant, qui s'appelle Gunther Anders, expliquait que les hommes allaient de plus en plus céder à une redoutable pathologie. Il voyait se dessiner, donc au milieu des années 50, une nouvelle pathologie parmi nous. Et cette pathologie, ce mal nouveau, il l'a baptisé la honte prométhéenne d'être soi. Qu'est-ce qu'il désignait par là? Eh bien, quelque chose finalement d'assez simple et quelque chose d'assez parlant pour certains d'entre nous. À savoir, il désignait par cette honte prométhéenne d'être soi le sentiment de dépression de ceux qui découvrent qu'ils ne sont plus à la hauteur des machines qui les entourent, de ceux qui découvrent qu'ils ne font plus le poids par rapport aux machines. Vous voyez, c'était déjà en 1950. On était dans le contexte de la conquête de l'espace, on était dans le contexte d'une industrialisation croissante, développement de l'automation, etc. Et donc, Gunther Anders percevait, chez ses contemporains, cette espèce de sentiment d'impuissance devant donc la réalité des machines et l'efficacité des machines. Et nous avons, je crois, tous fait l'expérience, plus ou moins chez certains d'entre nous, d'être déconcertés par un magnétoscope dont on n'arrive pas à mettre l'heure, d'un téléphone portable dont on ne comprend pas les touches, ou d'un ordinateur. Bon, au fond, c'est à petite échelle ce que Gunther Anders prévoyait à grande échelle pour l'homme des sociétés technologisées. Alors, sans en faire une maladie, peut-être, aujourd'hui, nos petits ratés par rapport à nos objets techniques, eh bien, on peut se dire que, malgré tout, cette honte prométhéenne d'être soi intervient sans doute dans le sentiment que la dépression devient une réalité dans ces sociétés technologisées, beaucoup plus que la névrose. Autrefois, on était dans la névrose, on était dans la combativité, dans le conflit, c'était la culpabilité qui dominait, etc. Et aujourd'hui, tous les psychothérapeutes vous le diraient, ils ont de moins en moins de névrosés, mais par contre, ils ont plein de dépressifs qui viennent les voir parce qu'ils traînent leur vie comme un boulet. Nous sommes sans doute plus rares à nous être découverts, ici en tout cas, inutiles à l'usine et dans quelques activités désormais automatisées, mais je crois que c'est une réalité dans certains milieux que de se découvrir de plus en plus inutile du fait même de la prise de commandes que réalisent les machines. On parle de l'ennui des pilotes de ligne qui n'ont plus rien à faire et quand ils sont obligés de prendre les commandes en main, on est vraiment très très inquiet. On se dit, oh là là, si c'est plus le robot qui conduit l'avion, ça va mal se passer. Bon, c'est quand même extrêmement étrange et paradoxal, ce genre de choses, et pourtant, ça existe. Ce que dit Anders, c'est que la découverte du pouvoir pris par les machines peut prendre des dimensions préoccupantes chez certains d'entre nous, à savoir, elle peut provoquer, cette découverte, une sorte de mésestime de soi. Et c'est ça la dépression, ne plus s'estimer. Eh bien, l'humanité est peut-être aujourd'hui en train d'être en désamour par rapport à elle-même.
Et souvent, bon, la dépression conduit à ce qu'on cède à la négation de soi, à la fuite dans l'univers prométhéen de ces machines qui nous ignorent de plus en plus. Voilà le paradoxe. Nous courons après nos machines. Nous fabriquons des machines qui fonctionnent de plus en plus toutes seules. Nous allons être entourés d'objets intelligents. Ces objets intelligents, ils auront comme vertu de communiquer entre eux, hein, et nous allons regarder nos objets communiquer entre eux. Et c'est ça qui explique très largement les fantasmes transhumanistes. Ces fantasmes transhumanistes d'une fusion avec la machine comme le salut même d'une humanité qui va se trouver transfigurée dans une autre espèce. Et ces fantasmes transhumanistes, vous savez, ils sont assez proches de ceux du futurisme italien des années 1920. Lorsque Marinetti, le fondateur du futurisme italien, produisait un manifeste tonitruant dans lequel il disait en gros ceci: nous avons les moyens aujourd'hui, grâce à la sidérurgie, c'était la sidérurgie à l'époque, d'intégrer de plus en plus d'acier dans nos anatomies, et nous allons pouvoir de plus en plus nous orienter vers l'avènement de l'homme d'acier. Et cet homme d'acier devenait vraiment le phare même de l'évolution de ce que l'on en attendait. Et ce manifeste de Marinetti est effrayant. Il dit, bon, finalement, il faut se débarrasser du biologique, il faut se débarrasser de la viande, il parlait comme ça, il faut se débarrasser de la nature, et il faut se débarrasser de la femme, qui est le symbole même de l'inertie naturelle, qui est le symbole même de la dépendance, de l'hétéronomie dans laquelle nous sommes. Et vous savez peut-être que ce futurisme italien a évidemment séduit complètement Mussolini, qui en a fait le fer de lance de sa propagande. Bien voilà, devenir un homme d'acier, ou au moins devenir l'égal d'une machine, en se laissant fabriquer par les biotechnologies. Gunther Anders dit ça aussi, il dit au fond, ce dont nous avons le plus honte, c'est d'être nés, et donc de dépendre d'autre chose que de soi. Nous rêvons d'être fabriqués, c'est-à-dire de correspondre à un programme, à un projet, d'être quelque chose qui obéit à une logique, à une rationalité. Bien voilà, nous rêvons de nous laisser fabriquer par les biotechnologies, grâce au clonage, grâce à l'ectogénèse, cet utérus artificiel qui est prévu pour dans quelques dizaines d'années. Nous rêvons, bien sûr, de nous trouver exemptés des maladies, de la vieillesse et des infirmités, grâce aux implants électroniques, qui vont déjà résoudre très très vite la maladie de Parkinson sans doute, grâce à des neuroprothèses que l'on développe dans le champ de la nanomédecine ou des neurosciences, etc. Et puis ce dont nous rêvons finalement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être dispensé de mourir. Alors là, on a la recette, vous savez, maintenant il ne faut plus que la réaliser. On se met en tête chez certains neurobiologistes de réaliser la possibilité de télécharger le contenu du cerveau sur des supports inaltérables et que l'on pourrait implémenter à volonté. Donc supposons que nous soyons capables de modéliser intégralement le cerveau, de le simuler, de le transformer en un logiciel, et ce logiciel, vous pouvez évidemment le pérenniser et le mettre sur d'autres cœurs, d'autres dispositifs, etc. Il y a beaucoup de candeur et de naïveté là-dedans, parce qu'on s'imagine que la conscience survivra à travers la pérennisation des circuits synaptiques. Mais ce qui est étonnant et qui, pour moi, symptomatique de la dépression que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'on y croit dans les milieux scientifiques. Kevin Makram, qui dirige à Lausanne le grand laboratoire qui s'appelle le Human Brain Project, y croit. Pour l'instant, il est en train de modéliser un cerveau. Il a modélisé 17 colonnes, peut-être un peu plus maintenant, il y en a encore plusieurs milliers. Mais il y arrivera à modéliser le cerveau. Et il dit, pour obtenir de l'argent, qu'il obtient d'ailleurs, puisque l'Europe lui a donné 1 milliard d'euros il n'y a pas longtemps, il sait qu'en simulant le comportement, d'un cerveau, on comprendra mieux les maladies neurodégénératives. Donc c'est très très bien. Parkinson, Alzheimer trouveront de quoi les éclairer. Mais il a aussi derrière la tête, et c'est ça qui fait sans doute le ressort de la fascination qu'il exerce
sur les milieux bailleurs de fonds, il croit qu'on pourra obtenir ce que nous appelons l'uploading, hein, qui permettra de rendre la mort facultative, hein, puisque nous ne mourrons que lorsque nous déciderons de débrancher, tout simplement. Et bien voilà, et l'homme dans tout ça, réponse, l'homme n'est plus. Il s'est mis à la hauteur de ce que peuvent ces machines et il en a éprouvé les conditions. Alors voilà, comment retrouver le sens commun aujourd'hui? Comment retrouver, je n'ai pas dit le bon sens, j'ai dit le sens commun, parce que les valeurs que nous pouvons partager les uns et les autres concernant la représentation de l'humanité. Comment restituer à l'humanité sa place entre l'animal et la machine? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? La réponse, elle est pratiquement dans la question. Il faudrait que l'humanité soit capable de se réconcilier avec elle-même. Il faudrait qu'elle soit capable de cesser d'en appeler à l'inconscience ou aux automatismes comme à l'alibi de ses insuffisances. Il faudrait, mais c'est pas facile, et c'est un vrai défi, il faudrait que nous puissions à nouveau accepter le hasard de la naissance, par exemple. Mais comment accepter le hasard de la naissance quand nous disposons d'échographie, quand nous disposons de diagnostic anténatal, etc. Comment faire? Les spécialistes, les médecins se posent bel et bien aussi la question. Ils sont terrorisés à l'idée que le diagnostic anténatal débouche forcément sur le diagnostic préimplantatoire. Mais évidemment, ils sont confrontés à ça. Comment, alors qu'on est capable de prévoir, qu'on est capable de trier, qu'on est capable de décider ce qu'on fait naître ou pas, bon, accepter le hasard? Comment accepter la souffrance? Comment accepter la souffrance qui fait partie du sentiment de l'humanité? Évidemment, on peut expliquer aux gens que bon, la douleur, si on peut la soulager, c'est très bien, mais l'usage de psychostimulants, l'usage des neurobiologies, des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc., qui peuvent soulager la souffrance, ont aussi comme conséquence de nous délivrer du plaisir. Hein. Le lissage de la vie psychique, en quoi consistent les antidépresseurs, c'est à la lettre effrayant, puisque ça fait disparaître les contrastes qui sont caractéristiques d'une vie psychique. Comment se réconcilier avec la vieillesse? C'est peut-être aussi très très urgent, cette question, la réhabilitation de la vieillesse. Et comment on renoue avec la mort? Donner à la mort un autre visage que celui qu'on lui donne lorsque on cherche à s'en débarrasser. Bon, il y a des questions, il y a de vraies questions que je n'ai pas le temps de traiter. Par exemple, une question concernant l'impact croissant de la crémation dans les sociétés chrétiennes qui sont les nôtres, ou des choses comme ça, qui sont de vraies questions et qui posent cette question générale de la possibilité que l'humanité se réconcilie avec ce qu'elle est à l'époque même où elle développe des technologies qui lui permettent de se débarrasser des infirmités. Bref, c'est peut-être la chose la plus difficile pour nous qui sommes contemporains des promesses les plus hyperboliques. Vous savez, on appelle ça le discours hype. Genre, le discours hype, hein, hyperbolique, c'est le discours que tiennent justement les technologues, les industriels qui nous annoncent le post-humain. Comment s'efforcer de ne pas attendre des machines qu'elles nous guérissent de la vie elle-même? Voilà la question. Au fond, pour préserver une frontière infranchissable entre l'homme et la machine, il suffirait de revendiquer la vulnérabilité, c'est-à-dire la fragilité qui nous est commune, et la revendiquer comme un privilège et l'indice même de notre dignité. Et qui peut avoir le courage de revendiquer la vulnérabilité comme ce qui le distingue des dieux et des machines? Qui peut revendiquer la conscience de la vulnérabilité comme ce qui le distingue peut-être de l'homme et de l'animal? Mais ça, je vais laisser Pascal peut-être aborder ce genre de questions. Je vous remercie.